Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation donc, à cette commission d'enquête qui est, vous l'aurez compris, pas une commission d'enquête officielle, puisque malheureusement, nous n'avons pas encore de commission d'enquête parlementaire officielle sur le bilan sur les implications des Jeux Olympiques de 2024. Donc, du coup, nous avons décidé de la mener en ce qui concerne la France insoumise. Donc, on organise une cinquantaine d'auditions sur plusieurs thèmes. Donc, l'écologie, la question évidemment de l'emploi et des droits du travail. C'est pour ça que on vous remercie, FSU et Solidaires, d'avoir accepté cette audition à l'Assemblée nationale. Alors, on a d'autres thèmes, les libertés publiques, mais qu'on pourra peut-être éventuellement aborder si nécessaire, le bilan économique et budgétaire, la culture plus particulièrement, parce qu'il y a des implications particulières sur la culture. J'ai oublié, je pense que... Et puis aussi, on commence à défricher les implications pour les Jeux Olympiques de 2030. Voilà, donc vous l'aurez compris, nous, le but, il est d'éclairer, en fait, je veux dire en positif comme en négatif d'ailleurs, les implications des Jeux Olympiques. Ce qu'on ne trouve pas normal, c'est que l'Assemblée nationale ne se soit jamais saisie pour l'instant d'une quelconque mission d'information, de groupe de travail ou quoi que ce soit sur les implications des Jeux Olympiques, ce qui est quand même... ahurissant quand on sait l'impact que ça a eu dans la société et même sur les budgets. Dernier thème qu'on défriche, qui est important, c'est l'héritage en termes de sport populaire. Bon, peut-être qu'il concerne moins ici, quoique on travaille notamment avec la branche des professeurs de sport de la FSU sur ça. Parce que en réalité, il y a vraiment des questions qui se posent sur l'héritage. Moi qui suis de Seine-Saint-Denis, vous imaginez bien qu'on a aussi un petit souci en matière d'héritage de sport populaire. Voilà pour les thèmes. Et donc, on est une dizaine de députés de la France insoumise, chacun à s'occuper d'un thème. Donc, moi, je coordonne. Et Béranger Cernon, peut-être je peux te passer la parole un peu, lui prend en charge le thème, justement, plus particulièrement des droits du travail. Tu as déjà fait quelques auditions, peut-être tu peux les... Ah oui, bien. Ouais, merci Aurélie. Donc, moi, c'est plutôt... droit du travail, comment se sont déroulés finalement ces JO avec tout le personnel que ça a demandé. Donc en effet, on a fait déjà plusieurs auditions, par exemple au niveau du spectacle, au niveau de tout ce qui est bénévolat et tout ça, parce que forcément il y a quand même un sujet. Et puis sur le personnel qui avait été embauché, on va dire, donc ça représente quand même près de 45 000 personnes. Il y a un vrai sujet sur notamment la question des contrats de travail, avec par exemple le fait qu'ils étaient au forfait jour. Il y a aussi sur la question des tâches et des missions qui leur étaient décernées, on va dire, entre guillemets, puisqu'il y a par exemple le transport des athlètes et de tout un tas de personnes qui forcément étaient du travail en moins pour les taxis notamment. Donc voilà, il y a tout un tas de choses qui posent question. C'était la première fois qu'il y avait une charge sociale qui avait été négociée, ce qui est plutôt une bonne chose. Maintenant, c'est à quel point elle a été respectée et entre ce qu'on nous a montré à la télé, ce qu'on nous a dit dans les médias et puis la réalité de ce qu'ont vécu les gens sur le terrain, on voit quand même qu'il y a un certain décalage. Et je pense que c'est aussi important de montrer entre guillemets l'envers du décor, parce qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont souffert durant ces Jeux Olympiques. Il y a des choses qui ont été aussi gagnées, notamment par les personnes qui s'occupaient du spectacle, de certains tableaux durant la cérémonie. Donc voilà, tout ça c'est aussi à mettre en lumière, parce qu'en effet, il y a ce qu'on va en garder comme héritage, il y a le droit du travail, comment il a été respecté, et puis forcément ce qui va se passer en 2030 avec ces Jeux Olympiques d'hiver. Et peut-être pour finir, donc le but aussi au niveau législatif pour nous, c'est de pousser, on vous l'a dit, à une commission d'enquête parlementaire officielle, puisque là, c'est des moyens encore bien supérieurs, évidemment. C'est le mieux qu'on puisse faire en termes de moyens pour informer, éclairer. Deuxièmement, c'est aussi donc on va déposer une proposition de résolution en lien avec cette commission d'enquête pour avoir une commission d'enquête officielle. Et on va aussi préparer des propositions de loi ou des amendements dans le projet de loi de finances grâce aux informations qu'on rassemble à travers des auditions. Par exemple, on prépare les amendements sur le budget pour les équipements sportifs. À venir en se disant, l'héritage des JO, tel amendement dans le projet de loi de finances. Voilà pour vous
Mais y compris, ça peut aussi nous servir, et notamment sur la future bataille des JO 2030 sur le droit du travail. C'est pour ça que c'est important pour nous de vous entendre particulièrement sur ce sujet-là, quoi. Et éventuellement sur aussi pouvoir dénoncer s'il y a lieu un certain nombre de faits qui se sont passés. Peut-être on peut vous laisser vous présenter, on a déjà assez parlé. Donc moi je suis Gaëlle Martinez, je suis secrétaire nationale de l'Union syndicale solidaire et spécifiquement je travaille aussi sur la fonction publique puisque je suis déléguée générale. Moi, c'est Antoine Deloison, je suis à Solidaire, donc plus précisément à Solidaire 93, et j'ai particulièrement suivi les sujets Jeux Olympiques depuis 2020. Ah oui, on change. Merci. Alors moi, c'est Benoît Hubert, secrétaire général du SNEP FSU, donc les enseignants d'EPS et les professeurs de sport CEPJ maintenant aussi. Donc c'est côté jeunesse. Donc voilà, on suit particulièrement la question des Jeux Olympiques, même si c'est pas forcément hyper poussé, pas autant que je le voudrais en tout cas. Mais bon, on va pouvoir répondre à quelques questions, il n'y a pas de souci. Et je suis professeur d'EPS en collège dans les Ardennes. Vous n'aviez pas été interrogé par François Pickman encore sur l'héritage sportif? Pas du tout. Bon, du coup, peut-être qu'on pourra en profiter aussi un peu, quoi. Mais du coup, moi, parce que je travaille avec... comment il s'appelle? Dans le COPER 93, avec Serge. je travaille avec Serge, quoi. Oui. Vous voyez, Oui, je connais bien. c'est un long travail depuis déjà 2 ans. Voilà. Du coup, peut-être on voulait d'abord vous laisser la parole librement sur les informations que vous avez recueillies en termes de droit du travail, en termes et notamment dans la fonction publique, et puis alors dans le 93 particulièrement. Puis peut-être qu'on pourra aussi aller sur la fonction publique en ce qui concerne la FSU. Après, on pourra, je ne sais pas si vous avez des éléments spécifiques sur les JO plus particulièrement, mais voilà, je vous laisse la parole peut-être. Je commence ? Si tu veux. Oui, du coup, juste pour introduire nos propos du coup à deux voix avec Antoine, à Solidaire, finalement, ce qu'on a repris comme slogan pendant les JO, c'était pas de JO sans droits sociaux, pas de JOP sans droits sociaux, parce que ça nous semblait être quand même la chose qui était particulièrement importante, de se dire qu'on pouvait abandonner ni la population, notamment en matière de services publics, ni les travailleuses et les travailleurs, quel que soit leur statut et quel que soit leur secteur, que ce soit le privé ou le public. Aujourd'hui, on sait que les JOP, tels qu'ils existent, ils ont des conséquences qui sont loin d'être négligeables et assez souvent néfastes pour la population, les travailleurs et les travailleuses, l'écologie et l'environnement. C'était sur notre débat. Alors du coup, sur l'aspect fonction publique, il y a eu une espèce de pas d'omerta, mais enfin, c'est resté les conséquences pour les agentes et les agents publics en termes de conditions de travail des JOP. Ça a mis très longtemps à réussir à être discuté, à être abordé, et je crois qu'on n'a même jamais réussi à réellement aller au fond de ce que ça voulait dire. Et le ministre de la fonction publique a refusé de porter cette chose-là d'abord pour ensuite la décliner, ce qui du coup a entraîné de grosses différences entre les différents secteurs et a fait que certains ministères ont pu avoir des choses plus claires que d'autres. Deux choses, on va dire que d'un côté, il y a quand même eu des conséquences assez majeures en termes de congés et du coup une dégradation des conditions de travail et des conditions de vie des agentes et des agents publics pour un certain nombre de secteurs. Forcément, on a beaucoup entendu parler des forces de sécurité. C'est là que je signale qu'il était quand même assez inadmissible pour l'ensemble des agents publics et pour Solidaire au premier titre, et c'est ce qu'on a pu dénoncer, que Gérald Darmanin ait pu annoncer une prime de 1 900 €, considérant que les forces de sécurité étaient beaucoup plus impliquées que tous les autres. Pour nous, notre revendication, c'était à partir du moment où il y a une dégradation des conditions de travail des agentes et des agents publics, il doit y avoir une compensation qui doit être la même et la même hauteur pour chacune et pour chacun, c'est-à-dire 1 900 €, chose qu'on n'a pas pu obtenir. Est-ce qu'il y a eu comme prime par ailleurs, hors des 1 900?
Ah, il n'y en a pas eu. Il n'y a rien eu. Non, il n'y a rien eu. Et c'est-à-dire que, enfin, alors après peut-être qu'il y a eu des choses particulières pour les forces de sécurité dont nous ne sommes pas le syndicat particulièrement implanté, on dira ainsi, au ministère de l'Intérieur. Mais en tout cas, aujourd'hui encore, puisqu'on a fait un bilan assez rapide la semaine dernière sur les différents services de l'État qui ont pu être impliqués, notamment les services de la Direction générale de la concurrence, consommation, répression des fraudes, qui ont eu une action en termes de tout ce qui était vendu autour des Jeux Olympiques. À ce stade, la plupart des agentes et des agents ne savent pas s'ils seront ou pas concernés par la prime et quel sera le niveau de la prime. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ont eu des conséquences sur leurs conditions de travail, qui ont été très nettes, puisque soit ils ont dû travailler hors horaire, soit ils ont dû travailler sans prendre de congé sur la période des Jeux, soit on leur a imposé le télétravail, qui est là aussi une des conséquences assez nettes de dégradation des conditions de travail, hein, puisqu'on sait que le télétravail, ça a des conséquences et sur les collectifs, et notamment aussi pour les femmes en termes de VSST, etc. Enfin voilà, c'est quand même assez complet. On sait que ces gens-là, aujourd'hui, sont toujours dans l'attente de savoir s'ils seront bénéficiaires ou pas de cette prime JOP. Et est-ce qu'ils auront 500, 1000 ou... Peut-être. Ça concerne quels agents Notamment les agents de la DGCCRF. Ah oui. Parce que eux, ils ont eu... Parce que du coup, ils ont eu des conséquences, puisque leur activité est notamment d'aller vérifier l'affichage des prix sur toutes les petites guérites qui vendent des boissons, des hot dogs, et j'en passe. Du coup, on sait et que par ailleurs, il y a tout ce qui est sécurité aussi des produits, hein, les petites mascottes, etc., qui pouvaient être vendues. Tout ça, c'est la DGCRF qui vérifie ce qu'il en est. Et que par ailleurs, il y a également des services où les responsables ont profité de l'aspect JO, alors qu'il n'était ni site olympique, ni site entraînement, etc., pour dire vous ne prendrez pas de congé de telle date à telle date, parce qu'on sait qu'il y a des difficultés sur... c'est les périodes tendues, parce que les gens veulent prendre leur congé, parce que c'est l'été. Pour maintenir les gens sur leur poste, ils ont pris l'excuse JO. Donc il y a à la fois une dégradation... Des cas concrets. Ouais. Vous les avez... Ouais, nous, on en a eu. On pourra vous faire remonter du coup, et on pourra, ce que vous disiez avec Antoine, on pourra vous faire un petit dossier un peu plus complet que ce qu'on peut vous dire ce matin. Oui, il y a eu des cas où il y a eu pression. Alors après, on se retrouve dans une situation où c'est le combat syndical qui permet de faire avancer les choses. Du coup, avant de passer la parole à Antoine, juste... Comme c'est à moitié des services publics, fonction publique, le cas des personnels de l'hôpital de La Fontaine, pour lesquels, dégradation très claire des conditions de vie et des conditions de travail. Il a fallu à la fois le collectif des personnels de La Fontaine, les syndicats, y compris au niveau fonction publique, qu'il y ait intervention au niveau de la préfecture, des ministres de la fonction publique, pour obtenir qu'ils puissent utiliser la bretelle de sortie d'autoroute et ne pas faire plus de 2 heures de route le matin et le soir avec un détour de 20 km, je crois, à peu près. Voilà, ce qui est quand même extrêmement problématique de se dire que les agentes et les agents ont dû perdre énormément de temps, d'énergie pour essayer d'obtenir juste le minimum sur la condition de travail. Et il a fallu, je ne sais plus Antoine, mais quasiment une semaine pour réussir à résoudre ce problème. Voilà. Je bifurque juste sur les services publics. Ça a eu, bien entendu, ces JO, énormément de conséquences sur les services publics. On l'a vu. Du coup, là, les agents, ils n'arrivent pas à l'hôpital. Il y a aussi toutes les personnes qui n'ont pas pu accéder, on a vu les personnes qui étaient dialysées, cancer, etc., qui n'arrivaient pas jusqu'aux hôpitaux. Donc cette problématique de à quoi servent les services publics, non pas au profit des JOP et de l'affichage qu'on fait des JOP de l'argent, mais les services publics doivent être effectivement pour la population, et les conditions de travail des agentes et des agents, si elles se dégradent, elles doivent se dégrader le moins possible. Elles doivent être vraiment le plus au cœur. Voilà. Les principaux dysfonctionnements sur les services publics que vous avez notés à Solidaire, c'est
Parce qu'on a parlé des hôpitaux, effectivement, Ouais. mais du coup, quel est l'état réel parce que on a eu des articles un peu disparates, finalement, mais... Sur les hôpitaux, il y a déjà l'état de l'hôpital à la base, Oui, qui ça. est par ailleurs Mais extrêmement qu'est-ce qu'a dégradé. finalement, parce que ce qu'on va nous demander là, c'est qu'est-ce Qu'est-ce qui s'est qu'a rajouté le JO, quoi. Qu'est-ce qui a rajouté les JO? Les difficultés d'accès et les fermetures de services. Par ailleurs, là on parle, mais il y a par ailleurs plein d'autres sites, alors différents, mais me semble-t-il qu'il y a pu y avoir des sites de finances publiques, me semble-t-il, qui ont été fermés. Sauf que le premier accès, ça reste un accès pour la population. Et que tout ça, on ne peut pas fermer un service public pendant un laps de temps relativement long parce que il y a effectivement nécessité de faire passer des gens qui viennent pour les Jeux Olympiques. La population, elle doit avoir accès en tout temps et en tout moment aux services publics. Qu'est-ce qui a été fermé? Des services d'hôpitaux? Sur le... Je pense qu'il y a deux choses. Il y a en effet la question des structures qui ont été fermées. Il y a aussi les conditions de travail, parce que je pense que les congés, c'est vraiment très important, où en fait on s'est servi des services publics comme d'un levier d'ajustement, où ce service public-là, on le ferme parce qu'on trouve qu'il est mal situé, ou parce qu'on veut que les personnels qui travaillent là aillent travailler autre part. C'est le cas notamment pour la direction de la concurrence, ou aussi, je pense à la douane, où tous les personnels ont été quasiment tous mutés à Paris, enfin pour la grosse majorité, ont été envoyés à Paris pour s'occuper des aéroports, etc. Donc il y a ça, je pense qu'il y a ce sujet-là, il y a des conditions de travail qui sont dégradées parce que congé imposé, parce que lieu de travail modifié, et autant de choses qui ont été prévenues au dernier moment. C'est-à-dire que depuis qu'on sait qu'il y a les JO, ça tu en parler avec moi, mais depuis qu'on sait qu'il y a les JO, on essaie d'avoir le plus d'informations possible pour savoir comment ça va se passer, notamment dans les services publics et dans tous les secteurs, et qu'on a eu des informations au dernier moment, enfin, notamment sur de la Fontaine, on a appris que cette bretelle était fermée le jour où on s'est retrouvé face au panneau accès interdit, 135 € d'amende. Et les personnels l'ont appris à ce moment-là. Ce qui explique aussi que ça a mis un peu de temps à réagir, qu'on a mis une semaine, etc., qu'il fallait passer par des pressions, des luttes syndicales, etc. Donc ça, c'est une information au dernier moment. Des congés imposés, des lieux de travail modifiés, etc. Donc ça, je pense, sur le service public, c'est important. Et après, sur les structures fermées, il y a les structures donc, vraiment de service public, et puis après, il y a tout ce que font les associations de terrain qui devraient être du service public, qui n'ont pas pu être assurées. Moi, en Seine-Saint-Denis, je pense notamment à Saint-Denis, au planning familial, merci, au planning familial qui a fermé, parce qu'ils sont assez proches de Porte de Paris, et que pour eux, c'était déjà compliqué d'aller sur le travail en tant que salarié, mais aussi pour les bénéficiaires, ça pouvait potentiellement être un risque, parce qu'il y a une telle présence policière qui faisait que les bénéficiaires étaient découragés à aller au planning familial, ou pouvaient même carrément être en danger d'aller au planning, parce que pas de papier à jour, en cours de régularisation, etc., et que pour eux, le contrôle policier peut être une très mauvaise nouvelle, quoi. Donc ils ont fermé le planning familial. Voilà, pendant la durée des Jeux Olympiques, pour ces raisons-là, pour la question des... Alors, ça aussi, on pourra le mettre dans le... Si on vous envoie un petit dossier, on pourra le mettre aussi. Et on l'a vu aussi pour tout ce qui est l'aide aux personnes sans papier, ou l'aide juridique, etc., tout a fermé pendant l'été. Donc c'est des choses qui sont assurées par des bénévoles, des associations, etc., ou des salariés d'associations, mais qui devraient être du service public. Enfin, c'est l'aide aux personnes précaires, aux personnes fragiles, etc. Et ça a été fermé volontairement par les responsables du planning familial, Voilà, pour éviter le danger. C'est ça, c'est ça. Enfin, volontairement, oui, de forcer finalement, volontairement mais forcé. Oui, enfin, je veux dire, Oui. pardon, c'est Oui. d'accord. Il a fallu fermer pour éviter un risque. Oui, Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Pardon, c'est Et, C'était compris. on est d'accord. je pense qu'on s'était compris, mais j'avais envie de... donc voilà, sur ça, après, voilà, on peut refaire une liste de ce qui a concrètement été fermé, ce qui a concrètement été modifié, etc. Mais et encore aujourd'hui, je pense qu'on a aussi cet effet congé qui fait qu'il y a beaucoup d'informations qui ont du mal à remonter, etc. Et donc là, on est encore dans un travail, on est que le 23 septembre, on est encore dans un travail d'essayer de récupérer toutes les informations de qu'est-ce qui s'est effectivement passé,
expliquer ce qui a effectivement été fermé, etc. Pardon. Je continue un peu, je déborde un peu du service public parce qu'il y a d'autres sujets. Donc, Oui, c'est pas ça. ouais. Je pense que vous en avez parlé, mais la question du bénévolat, elle est aussi extrêmement importante. Donc, ça, j'ai l'impression que vous n'avez pas parlé, mais pour nous, il y a un réel sujet. Et je pense qu'il faut quand même voir aussi que cette charte sociale, elle comprend des choses qui sont extrêmement surprenantes et qui sont graves, notamment la question de pouvoir avoir des bénévoles qui sont sous la supervision d'Omega, qui est une entreprise privée. Et donc, c'est quand même assez incroyable de voir une charte sociale qui écrit noir sur blanc que des bénévoles peuvent être sous la responsabilité d'une entreprise privée. Donc Omega, c'était eux qui faisaient les chronos pendant les Jeux Olympiques. Et en effet, la question du taxi, ça c'est assez évident. Et encore là aussi, il y a un travail à faire de ce côté-là, de revoir avec des bénévoles quelles étaient effectivement les conditions de travail. Et ce qu'on sait des formations, c'est qu'il y avait des horaires précises, qu'il fallait être là à une telle heure, qu'il fallait ressortir à une telle heure. Et des personnes qui ont pu aller aux formations ont voulu poser un peu la question de façon ironique, et alors si on arrive en retard, qu'est-ce qui se passe? Et leur a été répondu, vous serez désaccrédité, sous forme de blague, mais on est quand même sur de la sanction. Blague ou pas d'ailleurs, mais il y a quand même des menaces de sanctions, donc c'est-à-dire il y a des horaires à respecter, des menaces de sanctions si on ne les respecte pas, et ça c'est du travail. Sauf qu'on sait que ces bénévoles ou ces travailleurs ne sont pas protégés par le Code du travail et par tout ce qui existe pour protéger les travailleurs et les travailleuses. Et surtout pas de rémunération en plus. Pas de rémunération, oui. Parce que... Je reviens sur l'histoire des bénévoles directement sous la responsabilité d'Omega dans la charte sociale, c'est écrit. Ça c'est écrit, ouais, dans la charte sociale. Mais en fait, c'est même pas. Je pense que c'est pas légal en fait. Bah. On a la limite, quoi. Oui. Parce que j'ai cru comprendre qu'il y en avait beaucoup qui travaillaient sur justement avec ces fameux bénévoles pour essayer de tenter une action en justice pour faire requalifier en fait en contrat de travail, parce qu'en effet sous la responsabilité d'un employeur, d'une entreprise, avec des horaires fixes, avec des commandes finalement et de des sanctions travail possibles. Donc il y a tout qui Ça pourrait remplit beaucoup de cases. voilà, très clairement qui justifierait d'avoir finalement un contrat de travail avec une rémunération, des cotisations, etc. Je continue. La question des CROUS aussi, nous, avec Solidaire étudiants et étudiantes notamment, ils ont beaucoup travaillé sur cette question-là, des personnes qui vivaient dans les appartements CROUS, qui ont été, alors on le sait, ça a beaucoup été médiatisé, mais qui ont été expulsés, relogés ou expulsés ou invités à la porte des logements. Alors je ne vais pas vous refaire tous les arguments de ce pourquoi c'est scandaleux de virer des étudiants précaires d'un appartement dans lequel ils vivent parfois depuis plusieurs années. Et avait été promis du stockage d'affaires et pouvoir revenir après dans le logement qui a été promis. Là encore, on n'est que le 23 septembre, donc tout n'est pas encore remonté, mais on est déjà en lien avec des étudiants et des étudiantes qui ne retrouvent pas l'entièreté de leurs affaires. C'est-à-dire qu'ils ont stocké leurs affaires, ils ont confié leurs affaires au Crous, et là ils récupèrent leurs affaires et il manque des vêtements, il manque du matériel, il manque des choses. Donc là aussi, on est encore une fois sur de A à Z, cette histoire de réquisitionner les Crous, c'est tout à fait... C'est sur quelle date précisément qu'ils ont été, à peu près, Alors là, ils ont été délogés, quoi. Là aussi, il y a un sujet parce qu'il était question de les déloger que pendant les Jeux, donc que pendant juillet-août. Mais en fait, ça a été bien en amont, ce qui fait que ça a grignoté sur les examens. Exactement. De mémoire, alors il faudrait que je vérifie, mais de mémoire, les premiers à avoir été menés à la porte, là, c'était en mai, il me semble. Oui, il me semble. Ce qui est bien avant les Jeux Olympiques. Sur la question des Crous. Ensuite, et juste sur les Crous, il y a eu un coup de propre, un coup de neuf, un coup de... Ou non, c'est vraiment... c'est resté tel quel, ça n'a pas bougé, quoi. Vous avez peut-être vu que les policiers avaient fait... c'était plein de l'état des Crous. Dire que c'était inadmissible de les loger dans de telles conditions. On est d'accord, n'importe quel travailleur doit être logé et être dans des bonnes conditions, mais il devrait donc en être de même pour les étudiants sur lesquels on tape régulièrement. Voilà. On peut espérer qu'il y a un effort de fait, quoi. Je ne suis pas au courant de... Enfin, ça ne me parle pas. Non, moi je... ça ne me parle pas. Non. Ces étudiants qui ont été expulsés à partir du mois de mai, là, il y avait zéro, on est d'accord, zéro alternative de logement pour eux.
Ils ont été relogés quelque part. On leur proposait un logement, un appartement. Enfin, il me semble que pour certains, sous certaines conditions, on leur proposait un logement pendant l'été dans une autre résidence Crous. Parce que en fait, ça fonctionnait par résidence réquisitionnée en entière, et ils réquisitionnaient la résidence en entier. Et il y avait d'autres résidences où il y avait des places vides. Donc il y avait tout un jeu finalement de chaises musicales. Non, ouais, mais je crois que c'était assez loin par ailleurs. Oui. C'est en gros, c'est comme si vous avez une résidence Crous dans le 11e à Paris et qu'on vous propose d'aller au fin fond du 93 par exemple. Ce qui du coup est pas du tout la même chose pour les conditions de vie et tout le reste. Et que normalement on ne déloge pas les gens. On sait à peu près le nombre d'étudiants que ça représente ou pas? Je ne l'ai pas en tête. Moi je l'ai pas en tête, mais Solidaire est une on pourra le chercher. Et bon, et ce qui est assez amusant, je sais pas, mais ce qui est assez surprenant avec Studio Crous, c'est que c'est vraiment cette idée de réquisitionner un bâtiment Crous entier. Et pour pas mélanger des étudiants avec d'autres personnels. Alors qu'en effet, et ça c'est ce que le Crous disait, et voilà, c'était qu'il y avait des logements vides pendant l'été, forcément avec les mouvements d'étudiants, etc. Et maintenant, ils ont décidé finalement de faire des jeux de chaises musicales en réquisitionnant des Crous entiers, donc finalement dégrader le service qui est proposé aux étudiants pour profiter. Donc en effet, il y avait des forces de police, il y a eu d'autres personnels qui ont été hébergés dans ces Crous, avec toujours ce principe de le bâtiment entier. Un autre sujet sur les gilets violets dans la RATP. Je ne sais pas si vous avez été dans Paris pendant la période des Jeux Olympiques, mais on a vu dans la RATP énormément de personnel équipé d'un gilet violet qui faisait de la vente de billets, orientait les voyageurs, etc. Qui travaillaient dans des conditions déplorables. Pour la plupart, ils n'avaient pas de salle de pause, ils n'avaient pas accès aux salles de pause de la RATP. Des contrats précaires. Exactement, ouais. Des contrats précaires et des conditions précaires. C'est ça, avec interdiction de s'asseoir, pas le droit de boire, pas de réfectoire, pas de local parfois. de pause, pas d'accès aux toilettes, le tout pendant 9 heures. Voilà. Et payer, bien entendu, une misère. Pas le droit de boire, pas le droit de s'asseoir. Même le droit de s'adosser pour ceux qui étaient sur les quais, les plateformes, etc. Pas le droit de s'adosser, rien du tout. Hein. C'est vraiment, on reste. Pas le droit de boire, de s'asseoir, de s'adosser, de manger, j'imagine. Bien entendu. Pas de réfectoire, pas d'accès à quoi que ce soit. Voilà. Et les toilettes quand même. Alors non, des échos que j'ai eus Non mais hier. on en est. Non mais des échos que j'ai eus hier par les camarades. On est à la limite de la torture quoi. C'est a priori non, ils n'avaient vraiment absolument droit à rien. Parce qu'ils n'avaient pas accès finalement aux arrières locaux de la RATP. Donc vous pouvez pas. C'était des personnels directement embauchés par la RATP ou via des prestataires et tout C'est ça un prestat. Ah, C'est comment on appelle ça? C'est une collaboration entre la RATP, collaboration n'est pas le mot, mais j'arrive plus à. Et voilà, sous-traitance. Et là-dessus, vous êtes sur le dossier là, les syndicats? Ouais. En tout cas, Solidaire RATP sur le dossier. D'accord. Pareil, en train de travailler dessus, voilà. Juste, on restera là pour l'instant. Ok, oui, je comprends. Avant-dernier point pour moi, sur les travailleurs sans papier. Là aussi, c'est dommage que la CGT soit pas là parce qu'ils ont notamment travaillé sur ce sujet avec des travailleurs qui étaient sur le village olympique du plan de BTP, avec des projets de régularisation. Il y a aussi une autre mobilisation qui a été importante, c'est à l'Arena Porte de la Chapelle, donc l'Arena Adidas, qui est à Porte de la Chapelle donc. Où il y a eu des grosses grèves de plus de 100 travailleurs qui ont bloqué le chantier avec des revendications d'avoir des contrats, que l'employeur déjà s'engage à ne pas les licencier après la fin de... C'est même pas les licenciements parce qu'il n'y a pas nécessairement des contrats, donc qu'il n'y a pas de sanction des employeurs suite à ce mouvement, c'était une des revendications, et aussi pouvoir avoir des CERFA qui leur permettent de prouver qu'ils travaillent et donc de prétendre à la régularisation par le travail. Donc c'était les revendications. Donc il y a eu des journées de grève, plusieurs journées de grève. Ils ont été rencontrés par des élus, etc., par des employeurs, des donneurs d'ordre. Et on leur a dit ok, il y a eu des promesses qui ont été faites. Et encore aujourd'hui, toutes les promesses n'ont pas été promesses d'embauche, promesses de non-sanction, etc.,
de faire les CERFA, toutes ces promesses n'ont pas été honorées encore aujourd'hui. Donc là aussi, on est encore en lien avec eux pour essayer d'avoir un peu plus d'éléments. Ça, c'est sur quelle ville? C'est Paris, Porte de la Chapelle. Porte de la Chapelle. Ouais. Paris Intramuros, la seule construction pérenne des JO Paris Intramuros. Dernière chose, du coup, sur tout ça, nous à Solidaire, on a eu plusieurs expressions, notamment depuis 2020 sur la question des Jeux Olympiques, avec des choses qu'on pouvait anticiper et d'autres qu'on n'a pas anticipées, sur les risques sur les travailleurs et les travailleuses, notamment du service public, ça on l'a identifié assez tôt, sur les habitants et habitantes, sur les conséquences sur les habitants et la dégradation des services publics, enfin, de certains services publics, on en avait parlé aussi. Voilà, ça aussi, les expressions qu'on a eues, on pourra le mettre dans le petit dossier. On a participé aussi à quelques initiatives, notamment la dernière en date, une des dernières en date, qui était la contre-cérémonie d'ouverture avec plusieurs associations et collectifs à Place de la République le 25 juillet, notamment avec Robert de la Médaille, je crois, qui a été rencontré aussi. On les a rencontrés. Ouais. Voilà. Et après, voilà, aussi une ouverture sur les Alpes, où on est déjà, nous aussi, en train de travailler sur les Alpes, et avec une urgence que vous n'ignorez pas, puisque Barnier est un fervent défenseur des Jeux Olympiques d'hiver. Bien sûr. Et que là, c'est clair qu'avec Barnier, j'y avais pas pensé, mais avec Barnier, Premier ministre, Ça peut arriver très vite. Voilà. et là, la balle est dans son camp, puisqu'il ne reste plus, l'attribution est quasiment faite, il ne reste plus qu'à signer l'engagement financier de l'État. Oui, qui va Et faire. ça, c'est le Premier ministre qui le fait, donc il peut très bien le faire là, dans le meilleur, quoi. Bien sûr, ouais. Et je pensais une chose, parce que Béranger, toi, tu as vu la CGT 93, mais je pense que je sais pas si tu as vu la CGT Paris, comme on n'a pas la confédérale. Oui, Je pense que ça vaut le coup de rencontrer la CGT sur Paris. l'histoire des sans-papiers, Ouais. sur la mobilisation. Oui, on a rencontré du monde. Ouais, ah oui, vous Paris les avez vus, 93. d'accord, super, ok. Voilà, on en a Oui, vu du plusieurs coup, sur le ok, sujet. Ouais. super. Ouais. Et en effet, c'est toujours encore. J'avais juste une petite question sur les gilets violets. C'est du CDD ou de l'intérim? Parce qu'ils jouent sur les deux C'est une tableaux. bonne souvent. question. Alors là, Ouais. j'avoue que je. Parce qu'en fait, c'est des habitués de ça. Déjà, d'une part, quand ils passent sur de l'intérim, ça ne prend pas sur la masse salariale, alors que le CDD, oui, donc déjà, ils jouent sur ça. Et puis, quand c'est de l'intérim, systématiquement, c'est pas nous. Oui, c'est pas nous, c'est. la boîte d'intérim. Ouais. Voilà. Alors, Donc, il faudra qu'on Ouais, le recreuse et je retourne avec les camarades de la RATP, mais je ne sais pas exactement. Et moi, j'avais la même question sur les travailleurs sans papier de l'Arena de la Chapelle. C'était, j'imagine, des sous-traitants de grosses boîtes de BTP. C'était pas en direct. Non. Les grands contractuels, les grands délégataires des contrats. Ok. Et juste une autre précision aussi, tu disais, Gaël, ou toi peut-être, Antoine, toute la douane est remontée à Paris pour Oui. contrôler les aéroports. Ça a suscité des coûts. Il y a eu des primes supplémentaires, ou c'est juste traité dans le cadre de l'accompagnement, du financement des déplacements des agents ou quoi? Les douaniers, a priori, sauf s'il y a eu un changement de dernière minute, ont réussi à obtenir, comme les policiers, la prime de 1 900 €. Et après, tout le reste, tout ce qui était hébergement, etc., tout était prévu pour que, ils n'avaient pas besoin de... Mais effectivement, les douaniers qui sont sur, etc., eux ont réussi à avoir ce côté bleu, blanc, rouge, on va dire comme ça. Voilà. Et du coup, je profite parce qu'il y a un petit point que j'ai oublié tout à l'heure, mais parce que ça nous a beaucoup choqué. Il y avait un problème sur la sécurité. On nous a dit, oulala, on manque d'agents de sécurité, mais on va y arriver, Nous, on a été particulièrement choqués. On avait, lors du Conseil commun de la fonction publique, voté contre ce texte-là. Il y a eu un texte Guérini a fait passer un texte qui permettait pendant la période des JO aux agents publics d'exercer accessoirement une activité d'agent privé de sécurité. Voilà, ce qui nous a particulièrement choqués, parce qu'en fait, quand on est agent public, il y a une règle de non-cumul, etc. Et en fait, là, on s'est dit, c'est pas grave, prenons des libertés avec tout le reste. Et puis, on aura peut-être des gens qui prendront des congés pour pouvoir faire ça, mais c'est pas grave. Alors qu'on en revient toujours au même sujet, le service public est là pour... il faut tenir le service public dans tous les cas.
Voilà. Et c'était un peu, oui mais non mais c'est pas grave, mais vous comprenez, on en a besoin, et puis c'est les JO, et puis arrêtez d'être des empêcheurs de tourner en rond, et des gens qui veulent pas que toute la France s'amuse bien. Voilà, on a des agents publics ils ont été recrutés pour exercer des missions, et pas pour faire autre chose quand ça nous arrange. Voilà. Pour les JO, c'était l'intérim. Hein? Et pour intérim. J'avais une autre question moi, sur justement les déplacements de congés, parce que y compris nous, on est en train d'essayer de... Enfin, on a discuté avec tous les cabinets d'études, tout ça, qui ont fait les évaluations économiques. Bon, on a d'ailleurs un petit contentieux un désaccord avec eux, parce qu'ils ne comptent pas les congés obligatoires, pris à ce moment-là, déplacés comme un coût pour la collectivité, ce qui est quand même un gros souci. Je le dis... Pour l'instant, toutes les évaluations économiques ne comptent pas le fait qu'il y ait des agents publics qui, du coup, ne prennent pas de congés. Et du coup, ça sera du service public en moins après. Tout à fait. C'est quand même pas rien. C'est la conséquence. Je demande ça parce que, du coup, est-ce que vous avez en tête à peu près un état des services publics affectés par ce déplacement de congés? Je pense aux hôpitaux, évidemment. Il y a d'autres services, j'imagine, dans lesquels on a des déplacements de congés qui amènent aussi à des déficits de services publics plus tard. Je ne sais pas si je suis claire. Oui. Par exemple, les policiers, clairement, je le dis, moi, pour avoir discuté avec les 2 commissaires de ma circonscription de Seine-Saint-Denis, c'est clair qu'ils vont prendre leur congé en octobre, novembre, décembre. Donc, on aura, déjà qu'on est en sous-effectif de policiers chez nous, ça veut dire qu'on aura encore moins, on va avoir un déficit d'agents publics. Et ça, c'est pas pris en compte dans les évaluations éco. Je sais pas si... Alors, ça faisait partie des choses qu'on a pu dire à Guérini tout de suite, en fait. C'est-à-dire que effectivement, il y a des conséquences qui sont finalement aussi à moyen terme, pas uniquement immédiates pendant la période des Jeux, à moyen terme. À ce stade, on n'est pas en capacité de faire un état, en tout cas, on l'a pas pour l'instant. Après, on sait par ailleurs que dans les services, il y aura probablement des pressions des directeurs pour que ce soit forcément très très échelonné, ce qui est là aussi une dégradation des conditions de vie et de travail en fait. C'est que c'est pas aussi clair que d'un coup tel service va être complètement fermé où il va y avoir beaucoup moins de monde. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont vouloir poser, ceux qui vont pouvoir le faire, parce que suffisamment haut dans la hiérarchie ou autre. Et puis, il y a tous ceux à qui on va dire « non, mais ce serait mieux si tu mettais ça sur ton CET. » Donc, il va y avoir aussi ces conséquences-là sur les CET. C'est-à-dire que tous les gens qui n'auront pas pu, du coup, c'est une véritable dégradation, puisque vous n'avez pas pu prendre de vacances pendant tel laps de temps, ce qui est quand même une dégradation de vos conditions de santé. Mais il va y avoir ces conséquences-là, et je pense que ça va être assez difficile. Mais ça peut valoir le coup. Quel type d'agent public, déjà, est-ce que vous avez en tête le type d'agent public que ça concerne d'ores et déjà, ces déplacements de congés, hormis les policiers, parce que ça, on sait que ça concerne. Je pense que dans la santé, je pense chez les douaniers. RATP. Du coup, Justice. justice un peu aussi. Et est-ce qu'on sait s'ils ont fait comme à la SNCF où ils ont augmenté le plafond du nombre de jours que l'on pouvait mettre dans son CET? C'était le cas pour la fonction publique. Oui, il y a la SNCF où il y a... On est passé de 8 jours à 12 ou 13. C'est, en fait, on fait des bascules, ce qui est du report permanent mais qui n'est vraiment pas sans conséquence sur la vie des gens. Et est-ce que vous savez, dans la même veine, vous savez, il y a eu plusieurs textes qui sont sortis sur la possibilité de déroger au Code du travail, notamment en termes de repos, etc. Est-ce qu'on sait s'il y a des métiers en particulier ou des fonctions qui ont été impactées par ces textes, par cette dérogation, je vais y arriver, au Code du travail ou pas? Moi, j'ai pas de retour. Non. Parce que je sais que, par exemple, à la SNCF et RATP, ils ont dit tout de suite, non, on l'appliquera pas pour éviter de mettre le feu. C'était mieux d'éviter. Et que ça soit compliqué, mais forcément, si ça a été fait, je suppose que ça a dû être appliqué quelque part. Non, on n'a pas de retour, Il n'y a pas eu de retour là-dessus. Sur la justice, peut-être un mot sur notamment au prud'homme de Bobigny, qui a été complètement fléché pour les sujets en lien avec les JO et où tout
de personnel de greffe, etc. Une partie du personnel à qui on a dit il ne faut pas prendre de congé. Donc ça fait aussi partie des secteurs impactés auxquels parfois on oublie. Où là on a vu un prud'homme complètement mort finalement là, depuis le début de l'été et qui commence un peu à renaître. Ah oui. Que des sujets JO, quoi. Peut-être que je vous passe la parole sur la question. L'exemple solidaire a été très très complet pour le coup. Mais après. Et moi après, si ça vous embête pas, si ça vous embête pas qu'on aborde aussi à un moment donné, parce que la question des héritages, c'est-à-dire et du coup des conditions de travail des profs de sport aujourd'hui, parce que on a eu tout le débat sur les hauts marchands, les médailles, les machins, c'est génial, les gamins vont apprendre à nager. Bon, vous avez vu aussi les petites joutes qu'on a eues dans l'été. Avec la ministre des Sports qui m'a répondu sur « mais c'est parfait, les enfants savent nager en 6e, il n'y a pas de problème ». Bref, du coup, je veux bien aussi vous entendre là-dessus. Dans un deuxième temps, peut-être pour le coup. Parce que là, effectivement, on parle des impacts, donc il y a beaucoup de négatifs dans les impacts. Mais il n'y a pas que. Enfin, il n'y a pas que. La question de la charte sociale, pour moi, c'était quelque chose de nouveau, qui pouvait être quelque chose de porteur. Voilà, et donc c'est quelque chose, de mon point de vue, dans la perspective 2030, à reproduire. Mais la question de la charte sociale telle qu'elle a été faite là, elle s'est beaucoup centrée sur les problématiques solidéo, quoi, en gros. C'est les BTP, c'est tout ça. Et ça a oublié tout un pan des personnels dont on parle depuis tout à l'heure, des services publics, de la fonction publique. Je dis ça parce que la FSU était signataire, par exemple, de la charte. Mais on n'a jamais été conviés ni invités à quoi que ce soit comme travaux. Oui, nous, c'est les services publics, c'est les profs de sport, c'est les profs... c'est pas intéressant, quoi. Donc on n'a jamais été invité à participer des travaux sur la charte sociale. Donc c'est quelque chose à retravailler et à travailler dans les perspectives 2030, parce que je ne doute pas qu'en 2030, malheureusement, je dis malheureusement parce que franchement, je ne sais même pas s'il y aura de la neige. Donc voilà. Après, du coup, Solidéo, parce que le COJO, par exemple, où il y a eu tous ces problèmes, du coup, c'était pas Solidéo, c'était l'autre partie. C'était l'autre partie. Donc, mais pour revenir sur, effectivement, moi, de mémoire, je crois qu'on a eu 3 réunions à la DGAFP sur la question de la fonction publique et services publics. Oui, au max. Au max, ouais. Au max. Il y en a eu 3, dont peut-être une où on a appris des choses, et encore. C'est ça, voilà, qui avait un intérêt. Voilà, grosso modo, où ils ont pu établir une espèce de feuille de route qu'ils ont envoyée à chaque ministère, mais c'était renvoyé de toute façon à négociation dans chaque ministère, qu'il n'y a pas eu. Ou très peu. Dans les hôpitaux, il n'y a pas eu du tout. L'éducation nationale, j'en parle même pas. Ça s'est passé complètement à l'as. Donc effectivement, la question service public, fonction publique, elle n'a pas été traitée, quoi. Il faut le dire clairement, elle n'a pas été traitée. Les primes, il y en avait, je crois, c'était 3 niveaux. Mais c'était en fonction de l'implication de l'agent au moment des Jeux Olympiques. Alors comment il calcule? Est-ce qu'il est très impliqué, moyennement impliqué, très peu impliqué? Voilà, la prime, elle dépendait de ça. Et comme tu dis, de toute façon, pour l'instant, personne ne sait rien. Non, mais c'est ça, c'est qu'il n'y a pas eu clairement... avant les Jeux, les agents ne savaient pas s'ils seraient concernés ou pas, en fait. Il n'y a pas eu de règles claires pour dire tel type d'agent dans tel département aura, tel type d'agent n'aura pas, etc. Et tel niveau. C'est un peu... Et on se retrouve avec des gens au niveau départemental qui décident que un tel aura et pas tel autre. La prime. Excuse-moi, sur la prime. Ouais, non, c'est ça, de toute façon, ouais. C'était tout à fait ça. Un truc sur lequel il faudrait qu'on appuie, je pense, moi... Et je ne reviens pas sur les conditions dans lesquelles ça s'est fait, parce que ça, c'est assez lamentable, mais c'est quelque part... Je pense au transport. Quand on donne les moyens au service public, ils fonctionnent. Moi, c'est ce que je retiens. C'est ce que je retiens des Jeux. Honnêtement, c'est ce que je retiens des Jeux. Et quand on voit les saignées qui vont nous tomber dessus, à un moment donné, il va peut-être falloir appuyer sur le truc en disant que là où on donne les moyens, ça marche, quoi. Sur les impacts, moi, je pourrais rajouter simplement, c'est les professeurs de sport qu'on est obligés à faire de la permanence téléphonique pendant les vacances. Quand ils n'étaient pas directement impactés par les jeux ou par les centres d'entraînement, on leur a demandé de faire des permanences téléphoniques pour aiguiller tel ou tel, parce que... Ouais. Comment ça? Ils ont fait des permanences téléphoniques, ils attendaient qu'on les appelle. Ouais. Ah, mais vous aviez des contrats... Prof de sport, pas prof de PS, pas de confusion. Ah non, d'accord. Pas de confusion, ministère des Sports. Moi, je fais pas la différence, pardon, explique-moi, pardon. Professeur de PS, il dépend du ministère de l'Éducation nationale, il fait des cours et machin, voilà. Et le professeur de sport, il travaille où?
au ministère des Sports, Ok, dans les trajets. ok, je sais pas, c'est quoi. D'accord. Les directions régionales ou départementales Ah, de d'accord. jeunesse et sport, en gros, qui sont rattachées maintenant au rectorat et au DSDEN. Voilà, mais bon. Enfin bref, ce sont ceux qui font les contrôles des centres d'accueil pour les jeunes, qui font, ou alors qui sont délégués dans les fédérations sportives, Ouais, qui sont d'accord. entraîneurs, qui sont, voilà, c'est un peu ces gens-là. Et d'ailleurs, ces profs de c'était sport, on leur a demandé de faire à ces certains, permanences. leur a demandé de faire des permanences téléphoniques pour aiguiller soit les athlètes, soit les délégations, sur les lieux, sur les machins, voilà. Sachant que les Jeux Olympiques, c'était quand même pendant les vacances scolaires et qu'il y avait aussi des centres d'accueil, les colonies de vacances et tout ça à gérer. Ouais, c'est un impact supplémentaire, voilà. Après, oui. De toute façon, DGAFP, c'était surtout action sociale. C'est ça, hein. Crèche, centre d'accueil des jeunes enfants, c'était... Non, mais les informations qu'on a pu avoir, c'était ça, hein. Puis c'était les congés, et puis quelques primes, histoire de rassurer, on va dire, les militants syndicaux qui étaient présents, mais bon, pour le coup, il n'y a pas eu grand-chose. Donc c'est tout ce que je rajouterais là-dessus. Si tu veux, on passe à l'héritage, mais... Ouais, non, si ça vous embête pas qu'on aborde ça, mais parce que ça concerne aussi les conditions de travail à venir, si je peux me permettre, pour le coup des profs de PS aussi. Bon. C'est-à-dire, finalement, moi j'y ai bossé pas mal avec le COPER quand même, c'est-à-dire que finalement on a beaucoup parlé de l'héritage sportif, mais on sait que le sport, c'est la première pratique sportive et celle qui permet l'accès pour tous au sport, c'est à l'école en réalité. Que ce soit par le biais des cours de PS ou par le biais du périscolaire et de l'UNSS, ça peut plus, l'UNSS, je sais plus, bref. Voilà. Et donc, quelles sont les implications? Déjà vous, quels sont les principaux problèmes aujourd'hui même de la pratique sportive à l'école? Et est-ce que les JO ouvrent quelque chose ou rien du tout, en fait? Alors, les JO ouvrent rien du tout. Bon, en termes d'infrastructures sportives, si la Seine-Saint-Denis elle est effectivement au cœur, je veux dire, emblématique de la situation, il manque des installations sportives dans toute la France. Que ce soit en termes des équipements sportifs, on va dire plutôt, voilà, en termes de gymnase ou en termes de piscine. Ça, il en manque énormément. Nous, ce qu'on demande, c'est un plan Marshall, carrément, hein, avec 50% de financement par l'État pour essayer de sortir de la situation. Parce que renvoyer ça aux collectivités territoriales qui sont déjà exsangues, ça peut pas fonctionner. La première situation, c'est celle-ci. La deuxième, c'est depuis 2017, où on savait qu'on accueillait les Jeux, on a quand même supprimé plus de 1000 profs de PS, plus de 1000 postes de profs de PS depuis 2017. On savait qu'on avait les JO, donc c'était le moment d'investir. Si on voulait vraiment travailler un héritage, c'était le moment d'investir dans cette problématique. Ensuite, que te dire? Moi, parce qu'au début, quand vous avez présenté les choses, vous avez parlé culture d'un côté et sport de l'autre côté. Enfin, pour moi, le sport est culture. Voilà. À partir du moment où on considérera que le sport n'est pas culture, ça sera un sous-ensemble qu'il faudra traiter quand on aura le temps et quand on aura un petit peu de moyens. Et pour moi, ça ne va pas. C'est l'archétype de la situation passe culture, passe sport. Voilà. Où d'un côté, on a 100 euros et de l'autre côté, on a 50 euros. Voilà. C'est ces problématiques-là aussi qui sont relevées. Après, nous, on demande, je rentre sur les revendications, on demande à ce qu'il y ait 4 heures de PS sur toute la scolarité des jeunes. Mais ce n'est pas pour se faire plaisir à soi. C'est que si on veut démocratiser la pratique physique, sportive et artistique de tous les jeunes, ça passe effectivement par l'école, mais ça passe aussi par une augmentation horaire. Quand on voit qu'au lycée, par exemple, ils n'ont que 2 heures et qu'ils ont, d'après l'étude qu'on a faite, au moins 50% fait plus de 20 minutes pour aller sur l'installation sportive, vous voyez ce qui reste comme temps effectif de pratique. Comment vous voulez acculturer les jeunes et leur donner le goût à la pratique dans ces conditions-là? C'est pas possible. Donc, à minima, on demande au moins 2 séquences hebdomadaires. On ne veut pas non plus, on n'est pas fou, hein. On ne veut pas 4 heures du jour au lendemain, on sait bien que ce n'est pas possible. Mais il faut qu'il y ait un plan qui permette d'aller vers ces 4 heures le plus vite possible. Après, on a des questions de formation, bien sûr. Moi, je pense aux enseignants du premier degré, hein, qui manquent un peu de formation, qui manquent beaucoup de formation dans les activités physiques et sportives. Parce que le seul héritage qui nous est promis, c'est quoi? C'est les 30 minutes d'APQ, d'activité physique quotidienne dans l'école primaire. Ce sont les 2 heures supplémentaires de sport au collège qui sont
déléguer aux associations et aux clubs, alors qu'il y a quand même 35 000 profs dans les établissements qui sont en capacité de le faire, en touchant pas sa cible. C'est des dispositifs qui ne fonctionnent pas, hein, qu'on soit bien clair. Mais c'est ce qu'on nous vend comme héritage. Qu'est-ce qu'ils vous ont vendu exactement? Pardon. Les 30 minutes d'APQ, activité physique quotidienne dans le premier degré, où il suffit de gigoter, c'est-à-dire qu'on n'a pas de tenue, on n'a pas de lieu pour l'exercer, il n'y a pas de contenu, il suffit de bouger. C'est ça, l'activité physique quotidienne dans le premier degré. Et les 2 heures de sport, alors pour vous dire ce que c'est, les 2 heures de sport, ça doit être normalement dévolu aux élèves qui sont en décrochage de la pratique sportive et physique et sportive, les deux. En décrochage complet, on offre 2 heures supplémentaires à ces collégiens, faits par des associations 2 heures ou par des clubs. supplémentaires par semaine, Ouais. pour certains, pas pour tous. Non, le public visé, c'est ceux qui sont en décrochage complet de la pratique. C'est-à-dire que, et c'est sur la base du volontariat. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire, j'aime pas faire de sport, mais on me propose d'aller faire du sport. Et comme Ça marche super. Mais n'importe quoi. Oui, non, mais ça marche pas. ça marche pas. Mais bon, mais ils insistent lourdement, ils sont toujours dessus, de toute façon. Et ça, c'est délégué aux assos et Et au clubs. club, ouais. Comme ça. Il n'y a pas, j'imagine, sans moyens, sans rien du tout. Alors, ils ont, les clubs touchent 100 € pour 20 élèves et par heure. Ouais, donc il y a des moyens à récupérer, je vous dis. Je ne parle pas du SNU, il y a des moyens à récupérer. Je rappelle, vous avez lu les lettres au plafond, il y a moins 13% l'année prochaine pour le ministère des Sports. Moins 13%, ouais. Ah, vous avez vu. J'avais vu moins 11 au départ, moi. Oui, mais non, après, il faut compter l'inflation. Ça fait Ah oui, moins oui, 13. moins 13. Oui, mais c'était tout le supplément qui était dédié aux Jeux Olympiques qui disparaît, en gros, c'est ça. Ah oui, c'est parce que c'est ça. Ouais, c'est que donc le c'est-à-dire qu'on supplément est revient, enlevé. à une situation hantée, Ok. alors que pour nous, il aurait fallu garder cette manne financière pour essayer Bon, de après, développer, on a le droit d'être de pour mauvaise aller foi. vers les 1% au budget des sports qu'on réclame. Parce que j'ai hurlé sur tous les plateaux qu'il y avait moins 13, mais c'est pas grave. Mais au final, ça fera quand même moins 13 par Ça rapport fera à quand cette même année. Ça fera quand même. Effectivement, ça Dans les fera ça. faits, c'est moins 13. Après, bon. Oui, non, ça fera, de toute façon, ça Dans sera les vu faits, comme c'est ça, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais d'accord, je comprends la raison. Donc là, ouais, non, mais si on résout le problème des infrastructures, des équipements sportifs, déjà, ça sera une grande plus-value. Il y a du travail en Seine-Saint-Denis, je le conçois, mais il y a du travail sur tous les territoires. Ouais, nous, on a eu tendance à... Bon, mais... Mais c'est normal, Mais après, il faut voir ce qui se passe aussi dans les DROM, parce qu'ils sont Ouais. souvent les grands Mais oubliés. souvent, nous, on dit par ailleurs, on dit toujours qu'on est le premier désert d'équipements sportifs dans la métropole. Et en fait... Il faut dire dans l'Hexagone, sinon on fâche les gens. pardon. Excusez-moi. Non, vous avez raison. C'est pire encore dans les DOM. Oui, c'est pire. Mais le savoir nager, j'en parle même pas là-haut. Ça a Ouais. beau être souvent des îles, ils ne sont pas tournés vers la mer, donc de toute façon, ils sont tournés vers les terres, ils ne savent pas nager là-bas. Mais bon, après Seine-Saint-Denis, moi je viens des Ardennes, c'est pas... Marie-Alette Gréard, elle nous a dit que c'était le Carmonde quand elle est venue, donc on n'est pas loin. Je sais même plus ce que je disais. Enfin bon. C'est pas grave. Non, mais ce qui doit nous piloter, nous, c'est la démocratisation des activités physiques. Donc, ce que vous avez appelé le sport populaire, le sport pour tous. Et ça, mais parallèlement, parce qu'on parle d'école, là, mais parallèlement, il faut développer le maillage associatif, il faut aider les clubs et les associations, il faut aider les bénévoles dans les clubs et les associations, parce que plus ça va, moins il y a de bénévoles. Il y a une crise du bénévolat, là. Si, parce que ça devient compliqué d'être Oui, alors bénévole nous, il y dans un avait... club. Parce que j'ai fait le Ça se tour professionnalise de tout, un peu quand même, On a fait le tour de, je sais pas, 50 clubs de sport pendant le forum des assos, là, en début septembre, là. Bon, déjà, les clubs de natation sont tous complets dès le mois de juin, en fait. Donc, je veux dire, ils ont plié les gueules à 10h du matin avec les parents en pleurs parce qu'il n'y avait plus d'inscrits possibles. Enfin, en fait, ça ne servait même à rien. Mais c'est Ça l'effet dépend. négatif des jeux, en fait, parce que Mais c'est on dit pas... que les jeux vont provoquer un engouement, c'est souvent le cas, provoquer un engouement pour les jeunes à aller vers les Non, mais il pratiques. n'y a pas de place. Sauf qu'il n'y a pas de place et on En peut fait, pas il n'y a les pas de accueillir. place dans tous les grands sports des JO. Ni en Oui. natation, ni en athlé, ni en gym, ni en volley. Alors, volley, ni en hand, ni en basket, partout il faut. Alors, c'est soit les créneaux,
sais que ça avait partout. C'est ça. Ouais. Soit les bénévoles, voilà, ça dépend. Par exemple, l'athlétisme, là, ça commence à être les bénévoles, ça dépend des structures. Mais tous les grands sports des JO, il n'y a plus de place. C'est fini. Non, non. Puis on peut Et parler là, des problématiques au 10 d'inclusion. septembre, hein, pas un. On peut parler aussi des problématiques d'inclusion. Parce que les paras, ils ont été super. Franchement, honnêtement, moi j'ai été ravi de les voir. Les... C'est magnifique les Paralympiques. Ah oui. Ce qu'ils sont capables de faire. Ah oui, alors ça, Mais alors c'est ça, encore autre chose. c'est pareil. On n'a aucun équipement en capacité de les accueillir parce qu'ils ne sont pas adaptés. On n'a pas les matériaux adaptés. On n'a pas Bah, les vous devez personnels le vivre, adaptés. Oui, en tant que prof de Formés, sport, je veux vous le dire. voyez. Ah oui, bah oui. Donc on renvoie. Quand c'est dans l'école, bah, soit ils sont dispensés, les jeunes, soit ils sont inclus dans des classes à 30-35. Donc vous comprenez bien que ben, on ne peut pas trop s'en occuper, il faut le dire. Soit on s'occupe d'eux, soit on s'occupe des 29 autres, hein, entre guillemets. Et donc voilà, ça Il n'y a renvoie. pas d'accessibilité, vous dites oui. Ah aux ben, les structures. gymnases, non, bah non. Mon gymnase, moi qui est intramuros, j'ai de la chance, hein, c'est un type B, c'est pas. On peut rentrer dans le gymnase, mais après pour accéder au vestiaire, il y a des escaliers. Donc de toute façon, c'est tout de suite un peu. Voilà. Et donc quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe pour l'élève handicapé? Souvent, ils se dispensent, ils sont dispensés. Ce qui n'est pas acceptable. Hein. Et quand ils ne sont pas dispensés, c'est les profs qui sont en grande souffrance. Parce qu'ils ne peuvent pas traiter, ils n'arrivent pas à gérer, et ils sont en échec professionnel pour eux, donc ils le vivent très 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 mal. Parce qu'après, l'éloignement des infrastructures, comme on a, moi je parlais de 20 minutes à pied, mais c'est quand c'est à pied, mais bien souvent ils sont obligés de prendre le bus. Et avec les prix d'énergie Donc ils ne peuvent pas le prendre. ça devient insupportable, donc ils ne peuvent pas, souvent ils ne vont plus à la piscine. Voilà, parce que ça coûte trop cher tout simplement. Hein. Puis les DSP, on sait ce que ça vaut. Hein. L'obligation de service public, si c'est pas rentable, ben voilà, donc les coûts sont monstrueux pour la ligne d'eau. Il y a beaucoup d'établissements scolaires qui choisissent soit la 6e, soit la 5e, mais qui ne vont pas sur la scolarité beaucoup à la piscine. Quoi. On parle du savoir nager tout à l'heure. Juste un petit rajout, les piscines, le complexe aquatique olympique est en DSP d'ailleurs. La grande piscine. Il est en pour les Jeux DSP Olympiques, pour que les scolaires y aillent, parce qu'il est assez éloigné, il faudrait qu'ils prennent un bus. Ah, il faut un quart, oui, c'est clair. Et voilà. Et donc, Il y a une école qui peut y aller à pied, je pense, c'est tout. D'accord. Et on ne sait pas encore dire combien ça va coûter, par exemple, pour L'entrée pouvoir utiliser pour une école cet équipement. là, je ne saurais pas dire pour l'instant. On ne sait pas comment ça va être facturé. Ouais, non. Pour l'instant, on ne sait pas encore. On sait sur les entrées grand public où a été promis pour l'accès piscine un prix classique. Ça sera plus cher pour les. Souvent, vous savez, les DSP, ils font une piscine, voilà, et à côté des fitness, salles d'escalier, etc. Ça coûtera une petite fortune, mais l'accès piscine, ça sera au prix classique. Par contre, sur les scolaires, on ne sait pas. Et bon, il y a aussi il y a d'autres piscines comme ça. Je pense à la piscine de Taverny, qui est dans le 95, où avant il y avait une piscine au cœur de Saint-Leu-la-Forêt et une piscine au cœur de Taverny, qui était vétuste, qui méritait des rénovations. Et plutôt que de rénover ces deux piscines-là, ils ont détruit ces deux piscines-là et construit une nouvelle dans la forêt, entre les deux villes, avec un grand parking devant qui a aussi détruit la forêt. Et en fait, il n'y a qu'une seule façon d'y aller, c'est en car. Pour les deux écoles les écoles de Saint-Leu et les écoles de Taverny, il faut y aller en car, à pied c'est pas possible. Et c'est une DSP. Pardon, je me suis permis ce petit sur les DSP. Mais par ailleurs, en fait, en termes d'héritage, là, je parle aussi de l'accès aux piscines, parce que la question, c'est est-ce que sur la Seine-Saint-Denis comme ailleurs, en fait, il va rester des équipements sportifs en plus qui vont pouvoir aussi, dans la pratique sportive scolaire, débloquer un peu de choses, quoi. Parce qu'on sait que, par exemple, en Seine-Saint-Denis, les gamins, la plupart des... D'ailleurs, pour beaucoup, ils vont même jamais à la piscine jusqu'en 6e, en fait. Ce qui fait qu'ils ne savent pas nager en 6e, et ce qui fait qu'on a en Seine-Saint-Denis, vous le savez, plus d'un élève sur deux, je crois, qui ne sait pas nager en 6e. Bref, beaucoup plus qu'ailleurs. Donc on sait que c'est lié à ça, surtout. C'est que les écoles vont pas, il me semble, que les écoles ne vont pas à la piscine jusqu'en 6e, pour un certain nombre. Est-ce qu'il y a un quelconque changement pour les profs de sport, de PS, pardon, est-ce qu'il y a un quelconque changement en termes d'équipement sportif scolaire lié au JO? Non. Parce que c'est ça, parce que la piscine de Saint-Denis, elle ne va pas être ouverte aux scolaires pour l'instant. Des lignes d'eau seront ouvertes.
faudra que les écoles réservent des lignes d'eau. Oui, mais avec un coût qu'on ne Oui. sait pas, donc on s'en sait rien du tout. Pour Oui. l'instant, il n'y a rien d'assuré en fait. Ça se trouve, ils iront pas. Hein. Enfin, il me semble. Oui, Il y a un bassin rénové à Bagnolet, mais qui existait déjà. Bon, on est heureux. Et un bassin rénové à Sevran, c'est ça? à Marville aussi, il y a eu de la rénovation. Où ça? Marville, Marville. c'est part de la Courneuve, Et Marville. Donc on a 3 bassins rénovés. je crois. Moi, je crois aussi. Bagnolet, Marville et Sevran. Et c'est tout, quoi. Pour l'héritage total en France. C'est ça? Mais après, il y a des piscines labellisées sites d'entraînement olympique, comme celle d'Aubervilliers, par exemple, très médiatisée. Celle de Tavernier, elle est aussi médiatisée site d'entraînement olympique, et la liste est un peu plus longue, mais je ne les ai pas tous en tête. Ah oui, d'accord. Plus ceux qui ont été. Ouais, qui ont un label, enfin, qui ont des bassins olympiques et qui ont ce label site d'entraînement. Il faudrait qu'on Et fasse du le coup, qui ont une tour des partie- équipements sportifs qui ont réellement été améliorés, Oui, il faut mais regarder. surtout qui vont servir à la population. Parce que Faut regarder dans les si bases c'est arrière. en le fait. site d'escalade privatisé où Mm. vont aller que les riches, j'ai envie de dire, parce que je crois que c'est le cas du Mm. site d'escalade du Bourget, Mm. c'est en fait un site privé qui ne servira pas à la population sauf à payer à banquer. Donc c'est ça, il faut qu'on fasse l'état des lieux de ce qui va servir réellement aux scolaires, à la population. Qu'est-ce qui sera ouvert aux scolaires et dans quelles conditions? Quels horaires aussi Voilà, Oui. parce que Par ailleurs. pour prendre mon exemple, nous on a une piscine juste à côté de mon établissement, on y va à tous les niveaux, il n'y a pas de problème, c'est à 10 minutes à pied. Mais on a 2 lignes d'eau pour 30 élèves, en collège, je parle du collège, je parle même pas du lycée. 2 lignes d'eau et 45 minutes dans l'eau, Mais non. grand maxi. Oui, pour apprendre à nager, ça fait court. C'est léger, donc il faut regarder aussi, parce qu'il y a l'accès certes, mais après, voilà, parce que la piscine, elle est partagée entre X écoles, X collèges, C'est X ça. lycées. Et donc à un moment donné, elles sont sous pression. C'est pour ça qu'avoir une piscine même, je veux dire, autour d'un bassin où il y aurait plusieurs collèges, plusieurs lycées, plusieurs écoles, des fois c'est pas suffisant. Est-ce que l'un ou l'autre de vos syndicats a des lumières sur l'emploi, ce que ça a impliqué dans les collectivités locales en fait, tout ça, en particulier sur les agents publics, enfin les agents territoriaux, plus ou moins directement en fait, en lien avec la question du sport aussi local. Vous avez eu des remontées là-dessus? Non, on n'a pas de bilan à ce stade. Pas de bilan complet. Vous voulez dire des emplois territoriaux nouveaux à l'occasion des Jeux? Alors, Non, oui, bah, ça, de oui. nouveau, ça c'est sûr que non. Oui, ça m'étonnerait. Non, mais Sur les aussi- dégradations de conditions Ouais, de travail, tout ça c'est ça. d'accord. on va Oui. se- Nécessité de travailler Mais- davantage, mobilisation supplémentaire. Oui, ça de toute façon, enfin voilà, on a. Est-ce que ça a coûté aussi? Parce que il y a aussi là. En fait, là, nous, on a un vrai problème. C'est complètement obscur. Ouais. On ne sait pas. Ouais, comme Mais toutes même les collectivités. cabinets d'études, ils ont fait l'impasse totale. Et c'est sans doute une grosse somme. On ne sait pas ce qu'ont dépensé les collectivités locales et ce que ça a nécessité en termes d'emploi, enfin de surcharge d'emploi, en fait, en réalité, et de conditions de travail dégradées. On ne sait pas. Ça, c'est toujours la difficulté avec les collectivités locales. C'est que c'est tellement épars et il y a tellement de collectivités qu'arriver à avoir un bilan complet de ce qu'il y a partout, c'est extrêmement difficile, c'est très opaque. En termes du coup de primes, etc., on sait que ça reste à la discrétion de la collectivité. Donc même nous, pour faire remonter, pour avoir un bilan à peu près complet, c'est toujours extrêmement difficile. Ce qu'on arrive à peu près à faire sur l'État, c'est toujours beaucoup plus difficile sur les collectivités. Est-ce que vous avez des faits... Enfin, il y a la CGT territoriale, mais je ne sais pas si tu as pu les... Non. Je pense que ça vaudrait le coup, à mon avis, à la CGT territoriaux, enfin la FEDE. Vous avez une branche, non, vous n'avez pas de Oui, branche. si, on a Sud-CT, ouais. Sud-CT, Oui. non, Ça vaudrait le coup de Sud-CT. faire un... C'est vrai que ça pose question parce que forcément, il y a eu quand même un certain nombre de villes qui ont eu le passage de la flamme olympique, etc. Moi, je prends le département du 91. Donc
pareil, hein, sur le coût, on nous dit un coût 800 000, un coût moins, un coût plus. Bon bref, voilà, c'est assez variable, mais en tout cas c'est quand même conséquent dans tous les cas. Et dans le même temps, il est partout à pleurer qu'il n'y a pas de sous, que c'est la catastrophe et que voilà, les collectivités territoriales elles sont prises à la gorge et que c'est la fin des haricots, quoi. Enfin, donc ça paraît quand même assez bizarre, d'autant que, sincèrement, hormis peut-être donner une belle image de la ville, en termes de retombées économiques, je reste plus que sceptique. Parce que ça, en Seine-Saint-Denis, c'est génial, on a eu de l'argent pour faire des villages olympiques et tout ça dans les villes. Enfin, les villes ont mis de l'argent, on ne sait pas combien, non négligeable, et les agents territoriaux ont eu une surcharge de travail. Enfin, c'est sûr, on y est allé, nous, à tous les événements, quoi. Donc, de la circo, dire tous les agents territoriaux sont sur le pont, donc bon, ça veut dire quand même qu'il y a des... C'est clair, en termes d'installation de sécurité, les barrières, les trucs... Mais sur les rénovations de base arrière, là où s'entraînaient les équipes avant les JO, ce sont les collectivités territoriales qui ont financé les rénovations et compagnie. Alors ça, ils nous l'ont dit dans le cabinet d'études, qu'il y a eu des... À Tours, même l'équipe de rugby qui s'entraînait, c'est l'association de rugby du club, enfin le club local en tout cas, qui a pris en compte l'équipe qui faisait les transports et compagnie, qui ont loué des bus, voilà. Et donc ça, c'est des coûts... c'est une opacité totale, on ne sait pas, vu que c'est hors COJO en fait, et hors Solidéo. C'est ça. Donc on ne sait pas. C'est une question de budget aussi, mais sur les collectivités territoriales, il faut aussi regarder au niveau des EPT, donc des établissements publics territoriaux, ou notamment à Pleine Commune, donc, qui est l'EPT concerné par Saint-Denis, etc. Saint-Ouen, notamment les questions de ménage, où on a vu des entreprises de ménage sillonner jour et nuit les villes, et la ville était propre et c'était bien, le canal était nettoyé extrêmement régulièrement, le canal de Saint-Denis. Et c'était super, et ça, encore aujourd'hui, impossible de savoir les coûts. Là, je vous parle un peu en tant qu'habitant de Saint-Denis, où il y a aussi des mobilisations habitantes pour essayer d'avoir la réponse, de savoir combien ça a coûté. Et comme ça passe pas par la ville, mais par l'EPT, c'est encore plus opaque, ça rajoute une couche d'opacité, parce que c'est Pleine Commune qui s'occupe du nettoyage. Et en tout cas, on a vu des camions de Derichebourg, des camions de sous-traitants, évidemment, sillonner la ville pendant toute la durée des Jeux Olympiques. Là, c'est un peu la même chose que pour la RATP. C'était propre, c'était bien, c'était un service public qui marchait, mais combien ça a coûté combien ça a coûté, et surtout là, on ne les voit plus. Hein. Ils sont plus là. C'est parti. D'accord. Oui, ça, on a un vrai souci là-dessus, parce qu'en plus, c'est ça qui peut, en fait, si on le prend en compte ou pas, ça fait exploser le budget. Ça change complètement la Donc photo évidemment, ils ont budgétaire, tout intérêt à le cacher complètement, parce que sinon, là, on rentre dans... Là, il y a vraiment des rapages budgétaires, sans doute. Quoi. Voilà. C'est pour ça qu'on... C'est sûr qu'on est loin de l'autosatisfaction du premier bilan du ministère des Sports. Là. Eux, ils vont essayer de rester sur le premier bilan. Nous, on va essayer de, le premier bilan, de montrer que ça n'est pas celui-là. Mais ça va être compliqué. Hein, parce que... Un enjeu aussi au niveau de la Cour des comptes qui, je crois, a commencé déjà à regarder un peu et essayer de faire un bilan et jusqu'à où ils vont aller. C'est ça la question. Alors du coup, nous, la commission d'enquête sert aussi à pousser et à dire, voilà, attention, là, il y a ça, on ne laissera pas passer. Bon. Donc, les cours des comptes régionaux, NALB, elles peuvent faire aussi un bilan région par région, peut-être c'est possible ça aussi. Mais la Cour régionale, elle peut vraiment regarder uniquement les comptes de la région. Oui, c'est ce qui est intéressant pour les en tout cas, la Cour des comptes, pour l'instant, on veut les auditionner, mais Ils ne veulent pas. Ils répondent pas. Ils répondent pas, voilà. Est-ce que vous avez d'ores et déjà une vision de l'après-JO en termes de tous les emplois précaires, notamment qui ont été créés et puis qui ont disparu, tous les contentieux que ça a pu susciter et qui aujourd'hui surchargent? Tu disais il n'y a rien eu à Bobigny pendant X mois et puis ça reprend là maintenant. Oui. Donc le contentieux prud'homal notamment va peut-être redémarrer, vous allez voir peut-être exploser, je sais pas, les conflits, et même y compris au plan territorial ou y compris sur le sport, enfin il y a quand même des besoins d'emploi conséquents qu'il aurait peut-être fallu planifier. J'imagine qu'on n'a rien n'est prévu non plus. Est-ce qu'on sait déjà parler de l'après, quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Je crois que c'est un peu tôt. Les Paralympiques ont fini le 9 septembre.
D'ailleurs, tu parlais des Paralympiques tout à l'heure, c'était assez amusant de voir que tout le monde parlait de la fin des Jeux Olympiques dès mi-août, alors que les Jeux Olympiques et Paralympiques ont fini le 9 septembre. Et donc je crois pas qu'on ait déjà de vision sur les suites. On sait déjà que pour tout le BTP, il y a eu beaucoup de travailleurs dans le BTP qui ont arrêté de travailler déjà depuis que les chantiers sont finis. Après, sur la sécurité, on sait que tous les postes qui ont été créés ne vont pas forcément continuer. Il y a eu beaucoup de recrutements sur le BTP, des grosses installations de Pôle emploi, ce décret dont tu parlais tout à l'heure. Et on sait que ce n'est pas des postes qui sont périns. Mais je ne crois pas qu'on ait de bilan chiffré ou pas exhaustif. Parce que, on a vu avec Aurélie, la Chambre de commerce et d'industrie, la dame spécifiquement présidente de la Seine-Saint-Denis. Et bon, évidemment, ils trouvent que c'est formidable, ça a créé plein d'emplois, que ça a formé tout plein de gens dans des métiers qui sont par ailleurs des métiers en tension et qui avaient besoin de main-d'œuvre, dont sécurité, restauration, etc. Mais qu'est-ce qui va leur arriver à ces gens en fait? Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont aller où? Vous les voyez, vous avez une idée? Enfin, ils sont passés par les syndicats, vous les avez vus et puis ils disparaissent. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus en fait? Je commence. En fait, parce qu'on en discutait tout à l'heure au café avant de venir, à ce stade, on n'a pas de vision. Je pense qu'il y a un bilan là qu'on peut tirer à chaud, mais c'est surtout qu'il y aura un bilan probablement à faire plutôt dans 6-8 mois, quand on aura une idée plus claire des effets différés. C'est-à-dire que là, on voit les gens qui sont encore là ou qui vont peut-être chercher pendant 2-3 mois, etc. Nous, on parlait d'Albertville tout à l'heure. En fait, ce qu'on a constaté, c'est que... je vais te laisser le dire, puisque c'était toi qui en parlais tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'on parlait des Alpes. Et voilà, Albertville, il y a eu un taux de chômage qui était supérieur après les Jeux Olympiques d'hiver qu'avant les Jeux Olympiques d'hiver. Qui ne s'est pas vu tout de suite. Il a fallu un peu de temps pour le constater. Notamment parce que c'est des taux de chômage officiels. Donc, c'est le temps que ça remonte, etc. Puis est-ce qu'on a la même façon de calculer le taux de chômage aujourd'hui qu'à Albertville? Pas sûr. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'emplois finalement temporaires qui sont créés. Il y a même des personnes qui parfois quittent ou alors quittent une situation actuelle ou déménagent, ou en tout cas qui changent de situation pour travailler pendant la durée des Jeux Olympiques. Là, je parle pour Albertville, qui s'arrêtent pour travailler pendant la durée des Jeux Olympiques sur des métiers en lien avec les Jeux Olympiques parce que prime attractif, parce que salaire attractif, etc. Et qui se trouvent à la fin des Jeux Olympiques sans emploi. Et c'est un effet aussi où quasiment tous d'un coup, sur 2-3 mois, beaucoup de personnes se retrouvent au chômage en même temps. Alors certains retrouvent de l'emploi, d'autres non. Mais ça, il faut un peu de temps pour le voir. En tout cas, à Albertville, il a fallu du temps pour le voir. Je pense que pour Paris, ça va être la même chose. Sur le bassin d'emploi d'Albertville. Il y a un taux de chômage supérieur après qu'avant. Mais ça serait intéressant sur la ville de Paris. La région. Et est-ce qu'on sait si, par exemple, la RATP, la SNCF, qui nous expliquent régulièrement qu'en fait, c'est qu'ils n'arrivent pas à embaucher, est-ce que là, du coup, ils facilitent l'embauche de personnes avec qui ils ont travaillé pendant X semaines, X mois pour... Alors, en tout cas, nous, c'est une vieille demande, ça, de X années. Voilà, notamment l'embauche des intérimaires, des CDD qui sont là quasiment toute l'année et qui finalement sont des équivalents temps plein. Donc, on n'a pas eu de retour à ce stade des camarades de Sudrail et de Solidaire RATP. Après, je ne crois pas malheureusement que ces deux secteurs soient très enclins à embaucher de manière permanente et préfèrent gérer des bouts de chandelle et se dire qu'on va prendre un petit peu ici, un petit peu là par des contrats précaires ou CDD ou etc. Parce que quand même, on ne va pas faire exploser la masse salariale, etc. On sait qu'on est quand même plutôt dans des optiques de restriction. Juste pour revenir tout à l'heure, on parlait de tout ce qui était les congés dans la fonction publique et dans les choses qu'il faudra avoir du coup, je pense, dans 6-8 mois. Effectivement, les fonctionnaires qui étaient concernés pouvaient augmenter. Ils ont eu un plafond CET qui a été augmenté. Mais ces jours-là, donc du coup, qui vont basculer, ça sera des effets différés. Il ne faut pas oublier par ailleurs que pour une partie des agents publics à l'État, il est possible de racheter une partie de ces jours CET. Donc ça aussi, ça fera
peut-être partie de l'argent qu'il faudra compter en plus dans l'effet budgétaire des Jeux Olympiques. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner parce qu'il y a aussi un phénomène, je pense, d'autocensure. Des gens qui n'osent pas parce que quand même, et si je demande à trop en racheter, ou si je demande à prendre trop de congés, et puis est-ce que je vais tous les poser sur mon CET? Parce que c'est pas automatique en fait, c'est une demande que vous faites. Je demande à basculer tant de jours de congés sur mon CET. Si vous le faites pas au 31 janvier, vos jours ils sont perdus. Ils n'ont pas été pris, ils n'ont pas été basculés, ils sont perdus. Donc il peut y avoir aussi cet effet-là à mesurer, de voir est-ce que les gens ils vont y penser, parce que par ailleurs si vous n'êtes pas syndicaliste ou si vous n'avez pas un syndicat dans votre direction ou en tout cas quelques camarades qui s'y connaissent un peu, on sait aussi que les directeurs ou les responsables RH ne sont pas toujours au taquet pour dire vous n'oublierez pas qu'avant telle date vous devrez dire si vous déposez des jours sur votre CET. Parce que parfois, ça passe au milieu de 75 mecs. Enfin, voilà, il y a toutes c'est très difficile de mesurer exactement, mais ça fera quand même partie des choses qui ne seront pas complètement neutres. Ouais, mais pour compléter, c'est même, enfin, il y a encore pire, c'est que donc il y a en effet cet effet CET, mais je sais qu'à la SNCF notamment, mais ça doit être aussi ailleurs, il y a le rachat des RTT possible et majoré, donc qui pousse. C'est ça, et majoré, oui, par ailleurs. Qui c'est pousse ça. aussi au paiement, tout simplement, parce que tout simplement la charge de travail qui était réduite en été et qui permettait justement de pouvoir poser des congés se retrouve soit reportée, ce qui poserait problème en fait, notamment en fin d'année parce que c'est là où tout va bouchonner, soit en effet c'est un coût supplémentaire, mais aussi du repos en moins pour les agents, tout ça, et forcément c'est un coût quand même assez conséquent. Pour l'instant, tout ça est aucunement pris en compte. Ah oui, vraiment, par les c'est- cabinets d'études, tous ceux qui ont sorti les premières évaluations, pris en compte par le gouvernement, ça n'apparaît nulle part. C'est sûr que le surcoût financier de tout ça pour les entreprises. Oui, donc c'est comme ça qu'ils s'en sortent en disant que c'est un bilan budgétaire tout à fait honorable. Ça et les collectivités locales. C'est-à-dire négation totale du coût pour les collectivités. À la SNCF, on a fait venir des gens de province, qu'on a payé Bien sûr. en complète. Enfin voilà, tout ça, c'est des coûts encore aussi à rajouter. Suite à des mouvements des syndicats, du coup, qui ont obtenu Oui, Alors que ça soit... ça sur le paiement de primes, etc., la reconnaissance du travail durant l'été, mais le fait d'avoir fait venir des gens de province parce qu'un sous-effectif est donc incapable d'assumer la charge de travail, ça par contre, nous on n'était pas forcément Il aurait fallu embaucher. très d'accord. Oui, moi je parlais des primes, de l'aspect reconnaissance financière. Je ne sais pas si vous avez des éléments. Si en termes de prospective sur le sport, c'est évoqué là, on ne va pas pouvoir se contenter de la loi héritage qui nous est proposée, enfin, que KOC nous avait proposée à l'époque, je ne sais pas si ce sera celle-là finalement, parce qu'elle ne porte aucune ambition. Donc nous, pour le coup, là, on commence à travailler sérieusement sur la question d'une loi d'orientation et de programmation pour le sport, qu'on essaye de faire partager avec le plus grand nombre d'élus. Donc effectivement, il y a une ambition réelle sur la question sport en France, quoi, pour le dire très vite, parce que si vous avez vu un petit peu ce qui était proposé à l'initial, c'était le renforcement de la vie démocratique dans les fédérations, la protection des pratiquants et l'indépendance des comités d'éthique. C'est important, mais ça ne fait pas grand-chose en termes de démocratisation des pratiques. Et on ne peut pas dire que l'ancienne loi démocratisait le sport portait une quelconque ambition de démocratisation non plus. Donc bon, on est partisans, nous, à pousser fortement pour qu'il y ait une réflexion au moins sur la possibilité de faire une loi d'orientation, une vraie loi d'orientation et de programmation, pour le coup, ce qui rejoint la problématique des équipements, des postes, etc., pour le sport en France, quoi. Vous avez regardé le tiré à part sur le budget? J'ai même pas regardé. Non, sur le sport, pas encore, que ça disait. Tu te souviens, Aurélie, ou pas? De quoi? Ce qui est prévu sur le budget sur le sport, j'ai oublié si ça monte, ça descend. Ça descend. Non, mais ce que je disais, c'est que c'est moins 13%, Moins 13. Moins de mais lié au fait qu'il y avait des dépenses supplémentaires. À cause des JO. Ouais. Bon. Donc en fait, c'est on en pour ça que c'est resterait au justifié. statu quo, quoi. En gros, oui. Avec ces fameux 5000 équipements qui nous honte. Oui, on n'en parlera pas. Oui, non, c'est une honte, ça. Hein? C'est clairement une honte, ça, oui.
Oui, mais du coup, nous, il faut qu'on prépare bien le projet de loi de finances là-dessus. Parce que c'est là que ça va jouer quand même beaucoup sur les moyens à venir. On va pas les louper, quoi. Voilà. Sur le sport. Et pas que. Mais notamment là-dessus, parce qu'on sort des JO, quoi. Enfin, c'est inacceptable, en fait. Oui, puis nous avons vu l'héritage depuis le début. Et on n'aura donc, pas à un moment 15 donné, fois, voilà, et on n'aura pas 15 fois la lumière sur cette question-là. Mais comme on disait aussi sur la question du handicap, avec l'absence plutôt. Pareil sur le handicap. Ouais. Voilà. C'est pas parce que, bon, par ailleurs, bon, moi, on en reparlera. Je suis allée voir les Paralympiques au Stade de France. Moi aussi. Il n'y a aucun Français dans les finales. Enfin, moi, ça m'a choqué. En fait, on est nul pour le sport paralympique, par ailleurs. Mais on a un problème quand même. Il n'y a pas un seul Français dans toutes les finales d'athlétisme paralympique. C'est-à-dire qu'en vrai, c'est que derrière, enfin, bon, j'ai pas osé le tweeter, mais franchement, ça veut dire que derrière, on n'a aucune politique de préparation et d'inclusion comme l'ont d'autres pays, quoi. Je veux dire, le Costa Rica, ils avaient je sais pas combien de finalistes. Il n'y avait pas de Français. Donc ça veut bien dire qu'au Costa Rica, ils ont une politique pour ça qui n'existe pas en France. Le Costa Rica, quoi. Mais sur la pratique du handicap en France, c'est pas très beau ce que je viens de dire, mais bon, tout le monde a compris. C'est pas la recherche de performance qui est cherche. C'est la santé, c'est la sociabilité, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est pas, ils cherchent pas la performance en France. Oui. Voilà, non mais bon, dans les autres pays, c'est des athlètes comme les autres, en gros. Voilà. Oui. Mais derrière, ça veut dire qu'en fait, on exclut du. Oui, puis il y a un manque de formation patent là-dessus. Oui. Hormis ceux qui travaillent à la FFH, personne. Ah non, mais j'étais choquée quand j'ai vu le. Ouais, c'est vrai. Il y avait 2 pauvres malheureux Français qui ont été applaudis à tout rompre dans un de finale sur 2 heures de temps. C'est un truc de fou. Ça sautait aux yeux, quoi. Ça sautait aux yeux, Oui, c'est vrai que tu disais, je pense que c'est important de dire qu'il y avait aussi une accessibilité qui n'était pas au rendez-vous aussi pour les spectateurs. Mais je suis allé aussi au Stade de France voir des Paralympiques. Et en sortant de Porte de Paris, il faut monter un escalier en fauteuil. Exact. En fait, Donc en fait, on ne peut pas, en tant qu'handicapé, assister aux Paralympiques. Alors, il était proposé un service où c'est un genre de chariot qui monte les escaliers. Mais en fait, c'est pas accessible aux autonomies. C'est-à-dire qu'il faut arriver en haut de l'escalier, demander de l'aide, qu'il y ait quelqu'un qui nous harnache avec un genre de chariot qui harnache le fauteuil. Et moi, quand je suis passé, il y avait des fauteuils des personnes en fauteuil qui faisaient la queue. C'est vrai ? Oui, pour pouvoir être monté par les escaliers pour accéder, vous savez, c'est la passerelle là, qui passe au-dessus du canal, pour pouvoir accéder pendant une épreuve paralympique. Donc l'athlétisme aussi. Le premier symbole, c'est qu'on n'a absolument pas mis les moyens pour que ces jeux ils soient effectivement inclusifs réellement et que l'ensemble de la population, quel que soit son handicap ou non, puisse y participer en fait. Et rien que ça, c'est symptomatique en fait. Ça montre à quel point en fait on a fait quelque chose pour les valides. Et puis après il y a le reste. Voilà. Normalement, on aurait dû entendre les Jeux Olympiques. Les métros auraient dû être. Enfin voilà, on sait qu'il y a des difficultés, mais enfin on n'a pas décidé. Comment dire, les Jeux n'ont pas été décidés en 2023 pour 2024. Oui, il y avait de nombreuses années qu'on sait que Paris accueillera les JO de PMR et compagnie. C'est ça. Quand même, tu vois. Et que si on peut pas pour le métro notamment, si on peut pas, on cherche d'autres idées. Et je pense qu'il y a eu 0 aménagement du métro en fait. Parce que j'en ai pas vu des. J'ai rien vu. Mais je sais que nous, ils avaient mis des navettes pour pouvoir transporter les personnes, notamment en fauteuil, avec des horaires précis ou réservés à l'avance, machin, etc. Bon, le mec a l'habitude. Et donc, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de pérenne. Ouais, bien sûr, complètement. Oui, c'est ça. De toute façon, on le voit bien, en temps normal, tu peux sécher des heures en gare avant qu'il y ait quelqu'un qui vienne te récupérer. Oui, comme l'augmentation du trafic RATP, tout le monde a dit que ça n'avait jamais aussi bien fonctionné cet été. Oui, on est déjà, ça y est, c'est fini. Autant de RER que ça y est, c'est fini. les vacances. C'est déjà fini. Hein. Ça, c'est déjà fini. Voire même, ça s'empire, je trouve. Oui. C'est une petite frustration parce qu'on aurait mis quand même un petit
petit moment où ça part en sucette et qu'on se dit ah, vous voyez. Mais là, c'est vrai qu'ils avaient mis tellement de moyens, sincèrement. C'est vrai que Enfin, c'est hallucinant. Non, c'est vrai que sur les J'ai transports jamais vu publics, ça. Des c'était astreintes, fluide. des équipes H24 disponibles, moins de 10 minutes pour intervenir. Enfin, waouh, là les gars. Alors que sur le rail, on a commencé quand même avec un événement très difficile, quoi. C'est la SNCF, c'est pas la RATP, Ouais. mais... et puis Mais appuyer sur les Paralympiques, ça peut être quelque chose de Ouais, très je porteur, me dis parce que qu'il tout faut ce pas qu'on va qu'on gagner oublie dans le- pour les paras, on le gagnera pour tout le monde, quoi. C'est ça Mais aussi. du coup, on l'a pas prévu, c'est vrai, dans les thèmes. Et je me dis qu'il faut quand même peut-être qu'on Un petit focus sur les- auditionne sur les un Mélie, peut-être qu'on auditionne quand même, qu'on fasse une audition avec les acteurs du handicap, quoi. Parce qu'il y a quand même un truc là-dessus. Et c'est vrai que moi, pendant la séquence médiatique, là, entre la fin des Jeux Olympiques et le début des Paralympiques, on avait vraiment l'impression que les Jeux étaient finis. Enfin, c'était, je sais pas si vous vous souvenez un peu, mais c'était assez affolant. C'était vraiment les Jeux sont finis, et tout s'est bien passé. Il y avait déjà des tentatives de bilan qui étaient faites, même dans notre camp, hein, des tentatives de bilan qui étaient en train de naître, etc. Comme si les Jeux Paralympiques n'existaient pas. Ou en fait, on s'en fout. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a eu plus d'effervescence autour de l'événement de Macron sur les Champs-Élysées que sur les Paralympiques. Médiatique, je parle, hein, d'expression médiatique, etc. Donc là, je pense qu'il y a aussi quelque chose à voir. Moi, depuis que je lutte contre les Jeux Olympiques, enfin, quand on vient avec les Jeux Olympiques, j'entends que les Jeux Paralympiques sont hyper importants, que ça va être aussi beau, etc. Et j'ai été extrêmement surpris de voir qu'en fait, c'était pas un sujet. Personne n'en avait rien Oui, à faire. exactement. Moi, ça m'a extrêmement surpris parce que j'ai été depuis 2017 dans la naïveté de croire que oui, les Jeux Paralympiques, c'est aussi important que les Jeux Olympiques. Nous, d'ailleurs, à Solidaire, on a toujours écrit Jeux Olympiques et Paralympiques parce que ça fait partie du truc. Et voilà, mais en fait, C'est la raison pour laquelle les villes ont donné beaucoup plus de billets pour les Paralympiques.